Merci et bonjour à tous. Donc, moi je suis Louis Delon, effectivement, comme l'a dit Rémi, je suis le porte-parole du collectif Ozonocène. Je suis chimiste de formation, hein, donc j'ai travaillé quelques années en recherche sur la synthèse de molécules de type PFS. On n'appelait pas à l'époque des PFS d'ailleurs, hein, on appelait plutôt ça des molécules perfluorées, des PFC, des fluorocarbones. Le terme PFS est un terme relativement récent. J'ai dirigé une entreprise ensuite qui travaillait sur le développement de méthodes alternatives à l'expérimentation animale pour faire des tests de toxicologie sur la reproduction. Et puis, depuis maintenant 5 ans, je suis maraîcher-biologue, donc à Chasse-sur-Eau, et membre et cofondateur d'un collectif qui s'appelle Ozonocène. Pour ceux qui ont vu le film hier soir, ce collectif, il est né dans le pays de l'ozon. Donc on voit ici, donc vous voyez ici, vous avez Lyon, ici vous avez Pierre-Bénite, là où se trouvent les usines. Et ce pays de l'ozon, donc là, c'est une carte de France 3 qui montrait toutes les zones qui étaient impactées par la contamination de l'eau au niveau de la région lyonnaise. Donc vous voyez en rouge, en général, c'est que ce n'est pas une très bonne nouvelle, c'est que c'est le secteur qui est le plus contaminé de toute la zone. Le secteur jaune est un peu moins contaminé, le secteur orange est intermédiaire. Et le secteur rouge est là où on a trouvé les concentrations d'eau les plus importantes au niveau du sud de Lyon. Donc, quand le reportage que vous avez vu hier a été diffusé en novembre 2022, on a été quelques parents d'élèves, pères de famille, maman, à se poser des questions, à s'interroger sur la gravité de la situation. On avait compris que l'eau était contaminée, qu'il y avait donc une concentration anormale de PFS dans l'eau, mais on n'avait pas plus de données que ça et on ne savait pas vraiment comment positionner le curseur par rapport à la problématique et à la dangerosité de la chose. Donc en fait, on a essayé de travailler de façon très analytique, très scientifique en quelque sorte. C'est des formations professionnelles probablement. Et donc on a beaucoup documenté le sujet des PFS dans un contexte général, et puis ensuite on a essayé de comprendre, d'appliquer ce qu'on avait compris à la situation de Lyon, donc avec une vision très analytique. Et c'est ce que je vais essayer de vous retranscrire en partie ce soir. Alors c'est un sujet complexe, donc il faudrait beaucoup de temps pour aborder tous les sujets, mais je vais essayer de parcourir ça pour vous donner une grille de lecture un peu plus analytique de la situation. Et puis après, je vous parlerai des actions du collectif. Donc, aux Ozonocène, en fait, on a 3 grandes missions. La première, c'est de documenter et de vulgariser le sujet des PFS, donc c'est ce que je vais essayer de faire un petit peu ce soir. La deuxième, c'est d'interpeller le pouvoir public au niveau local et au niveau national pour qu'il y ait des décisions fortes qui soient prises. La loi PFAS en fait partie, mais au niveau local, on avait aussi beaucoup milité pour qu'il y ait des filtres travaux qui soient mis en place dans les sites qui accueillent des jeunes enfants, donc les écoles, les crèches, etc. Puisque évidemment, eux aussi étaient, au contact de ces molécules-là à travers ces institutions. Et puis la troisième, c'est d'améliorer la connaissance de la pollution. Donc on a pour ça mené un certain nombre d'études en collaboration avec l'Université de Montréal, donc avec un chercheur qui s'appelle Sébastien Sauvé. Ce chercheur, il travaille maintenant depuis une quinzaine d'années sur la problématique environnementale liée au PFAS, et donc on a travaillé avec lui sur 2 études, enfin 3, la troisième est en tour, mais 2 qui ont déjà été publiées. Une première qui portait sur... ça marche ? Une première qui portait sur l'analyse d'eau territoriale au niveau du bassin lyonnais, pour pouvoir mesurer un peu l'ampleur de la contamination, qui au début semblait très localisée au niveau de Pierre-Bénite, et on s'est rendu compte que finalement ça allait quand même un petit peu plus loin. Et puis la deuxième, qui était une étude d'imprégnation des sols, où là, on a couvert un périmètre assez large, avec un certain nombre de bénévoles impliqués. Donc ça, c'était ce qu'on appelle de la science participative, c'est-à-dire d'impliquer les citoyens au cœur de la recherche. Donc c'est une collaboration qu'on a mis en place depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. PFAS, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un acronyme anglo-saxon qui veut dire Poly and Perfluoroalkyl Substances. Donc en français, on traduirait ça par substance poly et perfluorée. C'est plusieurs milliers de molécules qui ont été fabriquées, qui ont été imaginées par les chimistes. Mais globalement, c'est toute molécule qui, dans sa formule chimique, comporte un élément CF2 ou un élément CF3. Alors ça, si vous n'êtes pas chimiste, ça ne va peut-être pas vous parler. Mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la chimie organique classique, que ce soit la chimie de synthèse ou la chimie des molécules naturelles, c'est la chimie du carbone et de l'hydrogène. D'accord? Les liaisons hydrogènes sont formées comme ça, avec autour d'atomes de carbone. Un PFAS,
c'est une molécule dans laquelle on enlève les hydrogènes, on les remplace par des atomes de fluor. Donc pour que ce soit considéré comme un PFAS dans sa formule chimique, il faut qu'il y ait au moins un carbone qui soit relié à 3 fluors, et un carbone qui soit relié à 2 fluors. À partir de là, donc, on considère que c'est un PFAS. Alors ça, c'est une formule chimique qui est très générique, ce qui veut dire que c'est une définition qui est relativement récente, hein, et elle est encore débattue et discutée au sein de la communauté scientifique, mais ça veut dire que ça concerne vraiment beaucoup de molécules. Il y a beaucoup de molécules qui comportent ces motifs-là et donc qui sont considérées comme des PFAS. Comme ça, je le dis oui. Alors, je vais vous donner quelques exemples pour illustrer ça. Alors, il n'y aura pas beaucoup de chimie, hein, je vous rassure, c'est vraiment que quelques slides. Ici, vous avez une formule chimique de l'acide octanoïque, qu'on appelle aussi acide caprylique. C'est une molécule naturelle hein, qu'on retrouve dans le lait maternel d'un certain nombre de mammifères, dont les caprins, c'est pour ça qu'il a ce nom-là. On le retrouve aussi dans l'huile de coco, notamment. Vous voyez, vous avez 8 atomes de carbone, comme ça, qui sont schématisés en rose, et puis des atomes d'hydrogène autour. Si on enlève, alors ça c'est une molécule naturelle, donc je l'ai dit, elle est commercialisée d'ailleurs par certains laboratoires pour ses vertus thérapeutiques. Si on enlève tous les hydrogènes et qu'on les remplace par des atomes de fluor, on a l'acide perfluorooctanoïque. Pour ceux qui ont vu Darkwater, si vous êtes éco-anxieux, je vous déconseille de le regarder, mais pour ceux qui ont vu ce film-là, c'est le fameux PFOA, qu'on appelle aussi C8. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle C8? Tout simplement parce qu'il a 8 atomes de carbone. D'accord? Donc le C, c'est le carbone, et le 8, c'est le nombre d'atomes de carbone. Donc ça, c'est la molécule qui est au cœur du scandale du pont de Nemours hein, aux États-Unis, qui a été vraiment le scandale initiateur, en tout cas qui a vraiment lancé le sujet des PFAS sur la scène internationale. Alors dans la suite de la présentation, pour simplifier, je le représenterai comme ça. Vous voyez ici, c'est un atome de carbone avec des atomes de fluor. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et le 8e est ici, c'est la fonction terminale. Ça, c'est juste pour que vous puissiez comprendre un petit peu, c'est des noms un peu, des acronymes qui sont un petit peu rébarbatifs. Hein. À chaque fois qu'on vous entendez parler des PFAS, souvent c'est PF quelque chose. Alors PF, ça veut dire perfluoro, ça veut dire que toutes les isocarbones d'hydrogène ont été remplacées par des fluors, c'est ce que je viens de vous montrer ici. Le O, la lettre qui suit, c'est le nombre d'atomes de carbone, donc si c'est O, c'est octa, ça veut dire 8, si c'est N, c'est nona, ça veut dire 9, D, DK, etc. Donc juste avec ça, vous pouvez, et puis A, c'est l'acide, c'est la fonction terminale qui est ici. Donc juste avec ça, avec cette compréhension de la nomenclature, vous pouvez, comme quand vous lisez des rapports sur les PFAS, comprendre quel type de molécule c'est. Et je vais vous expliquer pourquoi ça peut être important. Un autre exemple ici, donc l'acide acétique, ça c'est une molécule naturelle aussi, hein, c'est ce qui donne son acidité au vinaigre. Donc ça c'est quelque chose que vous consommez quotidiennement quand vous mangez vos salades. J'enlève les hydrogènes, je les remplace par des fluors. Vous avez l'acide perfluoroacétique, qu'on appelle aussi acide trifluoroacétique, puisqu'il y a 3 atomes de fluor, qu'on appelle aussi PFA. Donc ça c'est la molécule qui est au cœur du scandale de Salindre, si vous en avez entendu un petit peu parler. Donc ça c'est une chaîne courte. Tout à l'heure je vous ai montré une chaîne longue, et ça c'est une chaîne ultra courte, parce que vous voyez il y a peu d'atomes de carbone, il n'y en a que 2. Et ça, en fait, le fait d'enlever des hydrogènes et de les remplacer par des atomes de fluor, ça va modifier complètement les propriétés physico-chimiques de la molécule. Si on prend l'acide acétique, c'est un acide faible, l'acide trifluoroacétique, c'est un acide très fort. Donc ça va vraiment modifier profondément les propriétés physico-chimiques de la molécule, et c'est ce que les chimistes ont recherché finalement. Et puis là, ça va être le dernier exemple. Alors, je suis un peu vite. Le polyéthylène, vous connaissez tous, hein, c'est le matériau plastique très courant, très usuel, avec ce qui compose le sac poubelle, des atomes de carbone, des atomes d'hydrogène, hein, donc une structure somme toute très simple et très classique. On enlève les hydrogènes, on les remplace par des fluors. Vous avez le PTFE, le polytétrafluoroéthylène, que vous connaissez probablement sous la marque Teflon. C'est le revêtement qui recouvre au poil antiace des huiles. Donc vous voyez encore une fois, j'enlève les hydrogènes, je mets des atomes de fluor, on obtient une molécule qui a des propriétés totalement différentes. On peut regarder d'ailleurs en comparaison la dégradation. Il y a un petit. Non, c'est pas grave. Pardon. La différence entre la dégradation du polyéthylène et du polytétrafluoroéthylène, on voit bien que le fait d'enlever des hydrogènes et de les remplacer par des atomes de fluor, on gagne énormément en stabilité thermique. Donc tout ça, en fait, ça amène, le fait d'enlever des hydrogènes et de mettre des fluors à la place, ça amène une stabilité thermique absolument exceptionnelle aux molécules, et c'est ce qu'on a recherché, en tout cas ce que les industriels ont cherché. Stabilité chimique d'ailleurs, d'abord, ça résiste à peu près à tout. Enfin, vous pouvez l'attaquer avec ce que vous voulez, les PFS, ça ne bougera pas.
Thermique, ça supporte des températures très élevées, et puis photochimique. Ça résiste aussi très bien aux UV, et vraiment on les utilise pour certaines peintures extérieures, justement pour que ça dure plus longtemps. Alors, la problématique avec ces molécules qui sont extrêmement stables, hein, la liaison carbone-fluor, c'est la liaison simple la plus forte de la chimie organique, ce qui fait que cette liaison-là, une fois qu'elle est formée, elle est très très difficile à casser. Donc, il faut apporter beaucoup d'énergie si vous voulez la rompre. Et donc, c'est un peu la problématique. C'est une liaison qui est beaucoup plus forte que la liaison carbone-hydrogène. Et puis, par ailleurs, les micro-organismes n'arrivent pas à dégrader ces molécules-là. Alors, je parle des perfluorés dans les PFAS, parce qu'en fait, elles n'ont pas accès, vous savez que les micro-organismes, hein, ils aiment bien grignoter du carbone, c'est comme ça qu'ils se nourrissent, mais le fait d'avoir une chaîne fluorée comme ça autour de la chaîne carbonée, en fait, ça rend inaccessible, en quelque sorte, liaison carbone-carbone aux micro-organismes qui n'arrivent pas à couper ces molécules-là. Donc en fait, on n'arrive pas à couper la liaison carbone-fluor, on n'arrive pas non plus à couper la liaison carbone-carbone. En tout cas pour les perfluorés. Les perfluorés, c'est un peu différent. Et donc à partir du moment où vous avez une molécule qui est très stable comme ça et qui n'a pas de dégradation connue biologique, ben en fait, si vous les rejetez dans l'environnement, elles vont persister et elles vont s'accumuler comme ça dans un certain nombre d'écosystèmes et pouvoir diffuser par tout un tas de processus. Alors les autres propriétés de ces molécules-là, et celles pour lesquelles elles ont été très utilisées pour des applications industrielles et domestiques, c'est qu'elles sont oléophobes et hydrophobes. Et c'est des molécules assez uniques, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas aujourd'hui de molécules qui soient capables simultanément d'avoir ces deux propriétés qui sont plutôt d'habitude assez opposées. Donc elles repoussent la graisse, elles repoussent l'eau, et donc évidemment, avec, on a créé tout un tas de produits anti-taches, des produits hydrofuges pour améliorer et faciliter nos petits conforts quotidiens. Donc il y a tout un tas d'applications, je ne vais pas évidemment toutes les énumérer parce qu'il y en a plus de 200. Ce qu'il faut comprendre dans les PFAS, c'est qu'en fait on a deux grandes familles de PFAS, les PFAS qu'on dit polymères et les PFAS qu'on dit non polymères. Donc c'est en gros, les polymères c'est des matériaux, hein, type polyéthylène, polytétrafluoroéthylène comme je vous expliquais tout à l'heure, et puis non polymères, c'est des petites molécules, ça peut être des médicaments, des insecticides, des mousses anti-incendie, etc. Donc, en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, avec cette définition très large des PFAS, vous voyez ici, vous avez un groupement CF3 sur une molécule qui est un peu plus complexe, qui n'a pas d'autre atome de fluor. Donc ça, c'est un polyfluoré. La molécule n'est pas entièrement fluorée, mais le fait qu'il y ait cette unité, c'est considéré comme un PFAS. Ça, c'est la molécule active du Prozac, par exemple. Donc, il y a aussi des médicaments qui sont des PFAS, évidemment des insecticides. Hein, le rapport de Génération Future a montré que 15% à peu près des PFAS commercialisés en France sont des insecticides, des pesticides commercialisés en France sont des PFAS. Toujours pareil, parce qu'il y a cette unité CF3 ici. Et puis vous avez aussi maintenant les nouveaux gaz frigorifiques qui vont bientôt équiper toutes les climatisations de nos voitures, qui sont aussi des PFAS, donc des gaz réfrigérants pour les climatisations. Sur les polymères, les deux principaux, les deux tiers du marché des polymères de PFAS, c'est le PTFE et le Teflon. Donc le PTFE, c'est celui qui recouvre poils anti-adhésifs et puis aussi qui font les joints d'étanchéité. Et puis le PVDF, qui est commercialisé sous la marque Kinard par Arkema, c'est un polymère qui est utilisé notamment dans tout ce qui est batterie électrique, mais pas que. Alors, il faut quand même comprendre une chose avec les PFAS, c'est que ça, c'est une carte donc, du Forever Pollution Project, donc, qui a été publiée maintenant il y a un peu plus d'un an, peut-être deux, par un consortium de journalistes européens auquel le monde dont le monde faisait partie. Donc, vous voyez ici tous les points rouges et tous les points bleus. Les points rouges, c'est les points dont on sait qu'ils sont contaminés au PFAS, c'est les eaux territoriales, et les points bleus, c'est les points supposés. Donc, vous voyez tout de suite ici que c'est un problème qui est un problème international, c'est pas uniquement à Lyon ou à la France. Et en fait, ce qu'il faut comprendre quand on voit ces points rouges, donc vous y avez 21 000 sites contaminés rapportés, et 2300 hotspots, c'est-à-dire 2300 spots pour lesquels on avait identifié une concentration supérieure à 100 mg par litre, qui est la nouvelle réglementation européenne sur la qualité de l'eau potable. Ça, j'aurai l'occasion d'y revenir, de vous expliquer. Mais ce qu'il faut comprendre quand on voit cette carte, c'est qu'en fait, on parle d'un type de PFAS en particulier, on parle de perfluorés. Et ces perfluorés, c'est de fluorosurfactants perfluorés. Ces fluorosurfactants, ça c'est un terme anglais, anglo-saxon. Surfactant, ça veut dire tensioactif, et fluoré, et fluoré. C'est tensioactif fluoré.
C'est des molécules, en fait, un tensioactif, c'est un peu comme votre liquide vaisselle, hein, c'est quelque chose, c'est une molécule, ou votre savon, si vous la mettez dans l'eau, ben, ça va faire de la mousse. C'est un peu comme ça qu'on peut le résumer. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une chaîne qui est très hydrophobe, donc qui n'aime pas l'eau, c'est la chaîne fluorée ici, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, et une tête hydrophile qui aime l'eau, qui est la fonctionnalité en bout de chaîne. Et ça, en fait, le fait d'avoir une zone hydrophobe et une zone hydrophile en même temps, ben, ça fait quelque chose un petit peu intermédiaire avec une molécule qui va se mettre à l'interface de l'eau et de l'air et qui va faire de la mousse quand vous la mélangez dans l'eau. Je vous rassure, normalement, dans votre savon, il n'y a pas de PFAS, hein, c'est des tensioactifs non fluorés. Mais ça, c'est des molécules qui sont solubles dans l'eau, donc. Alors évidemment, elles ont été utilisées comme mousse anti-incendie, mais à partir du moment où elles sont solubles dans l'eau, ben, si vous les rejetez dans le milieu naturel, eh ben, elles vont pouvoir voyager des rivières jusque dans les mers, et puis comme ça, ensuite imprégner les différentes populations de poissons, et puis voyager comme ça sur une très longue distance. Alors il y a plein de sources de contamination de PFAS, j'en ai représenté quelques-unes ici, mais les plus importantes, souvent, ça reste quand même en tout cas en nombre, elles sont assez importantes, c'est toutes celles qui ont considéré l'utilisation de mousse anti-incendie sur des aéroports, des bases militaires, des sites Seveso, etc. Puisque bon, on en a beaucoup utilisé, ça a contaminé les sols, et puis par percolation, ça a contaminé les nappes qui étaient en dessous. Donc il y a pas mal d'études qui sont faites là-dessus, en fait, qui sont liées à des populations très locales qui utilisaient l'eau de la nappe, qui n'étaient pas loin d'un aéroport, qui étaient contaminées, et sur lesquelles il y a eu une forte imprégnation, et donc sur lesquelles il y a eu ensuite des études qui ont été faites. Après, évidemment, vous avez les sites industriels qui utilisent ou produisent ces molécules-là, c'est le cas de Lyon notamment, et on a aussi voilà, des sites d'enfouissement, des décharges, l'épandage de boues de stations d'épuration, il y en a encore bien d'autres, mais voilà, c'est des sources de contamination qui sont assez multiples. Historiquement, les PFAS, on commence à s'en préoccuper dans la communauté scientifique à partir du début des années 70, à partir du moment où on commence à voir que c'est des molécules qu'on retrouve dans le sang des gens, tout simplement. Elles étaient utilisées depuis les années 40-50, mais à partir des années 70, on commence à voir les premières publications qui émergent dessus, et à partir de 90, on voit déjà on voit qu'on commence à s'intéresser, en tout cas à s'inquiéter de la toxicité de ces molécules-là, et notamment vis-à-vis des gens qui travaillent dans les usines. Ensuite, en 2000, vous avez l'affaire du pont de Nemours, donc celle-là, c'est celle qui a été probablement la plus médiatisée, hein, celle de Parkersburg, donc ceux qui ont vu le film Darkwater, c'est cette histoire-là qui est relatée, donc qui est le scandale au PFOA du pont de Nemours, et qui va permettre, pour la première fois, de montrer un lien entre une exposition au PFOA et un certain nombre de maladies sérieuses, parce qu'il y a eu une étude épidémiologique de forte ampleur qui avait eu lieu à la suite de ce scandale-là. Et puis ensuite, en Europe, on va voir tout un tas d'affaires un peu similaires, l'affaire Mitelli en Italie, Dordrecht en Hollande. Donc pour ceux qui ont vu le film hier, on en parle à un moment dans le documentaire, c'est bien cette affaire dont on parle. Et puis, pareil, dans la banlieue d'Anvers, en Belgique, l'affaire 3M, à chaque fois donc avec des scandales un peu similaires, PFOA, PFOS, qui étaient les deux molécules les plus utilisées depuis une cinquantaine d'années. En France, on commence à s'intéresser à ce problème-là, on va dire à la fin des années 2000. La Direction générale de la santé va mandater le laboratoire d'hydrologie de Nancy pour mener une étude d'imprégnation des eaux destinées à la consommation humaine au PFAS. Donc ils vont réaliser comme ça à peu près 1 millier de prélèvements, et ils vont constater déjà à l'époque qu'il y a un certain nombre d'endroits, notamment au champ captain de Ternay, qui se trouve au sud de Lyon, là d'où je viens, où on retrouve des concentrations anormalement élevées de PFAS, donc on était à l'époque à 180 grammes par litre. Et ce rapport va rester en quelque sorte un petit peu dans les tiroirs jusqu'à ce que la Direction générale de la santé lance une étude qui s'appelle l'étude Esteban, qui était une étude d'imprégnation de la population française à un certain nombre de toxiques. Et ils vont remarquer à l'époque que l'intégralité de la population française, mais ça c'est une donnée qu'on retrouve aussi à l'échelle internationale, c'est pas propre à la France, l'intégralité des gens sont contaminés au PFAS, c'est-à-dire qu'on va retrouver dans le sang de quasiment tous les individus, au moins du PFOA ou au moins du PFOS. Et puis il faut attendre 2020 pour qu'il y ait une première enquête journalistique sur ce sujet-là. Ça fait suite à la sortie du film Darkwater en France qui sort en 2019. Et donc Libération va sortir un article qui en quelque sorte déterre un peu le rapport de l'ANSES et puis fait état de 2 hotspots de contamination au niveau de Villiers-Saint-Paul, au nord de la région lyonnaise, là où il y a une usine du pont de Nemours, qui s'appelle maintenant Chemours,
et puis au niveau de Pierre-Bénite avec les usines Arkema et Daikin. Et puis depuis 2022, vraiment, on va dire que la problématique PFAS en France a commencé à voir le jour depuis les révélations du documentaire que vous avez vu hier, et puis tout le travail journalistique qui a été fait ensuite par tout un tas d'acteurs au niveau local, France 3 notamment, qui a fait un gros travail. Alors, ce qu'il faut comprendre avec les PFAS, donc je vous ai expliqué tout à l'heure, hein, les atomes de carbone, la fonctionnalité ici, on a, dans la littérature scientifique, on a pour habitude de distinguer les chaînes longues et les chaînes courtes. Alors, évidemment, c'est un peu plus complexe que ça dans la réalité, mais pour schématiser, il faut comprendre que, historiquement, les industriels ont utilisé ce qu'on appelle les chaînes longues. Les chaînes longues, c'est juste le nombre d'atomes de carbone. Donc, vous voyez, c'est 8, il y a 8 atomes, 9, 10, 11, 12, 13, ça, c'est ce qu'on appelle les chaînes longues. PFOA, PFNA, PFVA, etc. Ces molécules-là, elles se sont révélées très toxiques, très bioaccumulables assez rapidement, dès que les études ont commencé à sortir, donc la science a commencé à s'intéresser à ces molécules. Et donc, à partir du début des années 2000, les agences réglementaires, notamment les agences américaines, ont mis une pression sur les industriels pour qu'ils n'utilisent plus ces molécules, et donc les industriels ont substitué ces chaînes longues, donc les molécules historiques, par des molécules de nouvelle génération, des chaînes courtes. Alors il n'y a pas que des chaînes courtes, il y a aussi des PFAS émergents, etc., des précurseurs, mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et ces chaînes courtes étaient réputées moins bioaccumulables et moins toxiques. Donc vous voyez, ce qui différencie, c'est exactement les mêmes molécules, mais ce qui les différencie, c'est la longueur de chaîne. Vous voyez ici, il y a une chaîne carbonique qui est plus courte, donc c'est des molécules qui sont plus petites. Alors, elles sont plus petites, plus courtes, globalement moins bioaccumulables, en tout cas si on en considère certaines, mais elles sont toutes persistantes. C'est-à-dire que ce soit celle-ci ou celle-ci, à partir du moment où vous les rejetez dans l'environnement, elles vont toutes y rester pendant un certain temps. Et puis par ailleurs, les chaînes courtes sont plus mobiles que les chaînes longues, ce qui fait qu'elles ont une capacité de voyager plus loin et de se déplacer comme ça d'un compartiment environnemental à l'autre plus facilement. Alors un exemple ici, un produit de marque Scotchgard, hein, qui est un produit qu'on mettait sur les tapis et sur les canapés pour les imperméabiliser, pour éviter de les tacher. C'était un produit à base de PFOS, donc une molécule à 8 atomes de carbone, que vous voyez ici, et puis à partir de début des années 2000, ils ont remplacé par la même molécule, mais à 4 carbone, donc le PFBS. Donc ça, c'est un exemple de substitution de chaînes longues par des chaînes courtes. La particularité donc, de ces molécules-là, en tout cas pour les chaînes longues, c'est ce que je vous ai dit, c'est la bioaccumulation. Alors, juste pour vous expliquer rapidement ce que c'est la bioaccumulation, c'est le fait que votre organisme a beaucoup de difficultés, s'il est exposé à ces molécules-là, à les excréter par les voies naturelles. Les PFAS, en fait, ils ont une particularité, c'est un petit peu différent de certains toxiques, enfin de beaucoup de toxiques qu'on connaît, comme les PCB, les dioxines, etc., qui sont des molécules qui aiment bien se loger dans les tissus graisseux, donc dans les tissus adipeux. Les PFAS, ils sont très oléophobes, ils n'aiment pas la graisse, donc ils n'aiment pas trop aller se loger là où c'est, enfin, là où c'est dans les tissus graisseux. Et donc, eux, ils ont une affinité très forte avec les protéines du plasma, l'albumin, la globuline. Et donc, on va les retrouver stockés de façon très importante dans les organes qui sont fortement vascularisés, notamment le foie et le rein. On en retrouve énormément dans le foie, y compris dans la faune sauvage. Et puis, le deuxième phénomène donc, qui est un peu corrélé à ce phénomène de bioaccumulation, c'est la bioamplification, c'est qu'au travers de la chaîne alimentaire, évidemment, les prédateurs supérieurs, quelque part, récupèrent la contamination des éléments de la chaîne inférieure. Une des façons de caractériser la bioaccumulation, c'est le temps de demi-vie dans l'organisme. Le temps de demi-vie dans l'organisme, c'est le temps, en quelque sorte, pendant laquelle la molécule va rester dans votre organisme. Et comment est-ce qu'on la mesure? En fait, c'est le temps que va mettre votre organisme pour limiter 50% d'une quantité à laquelle vous avez été exposé. Si aujourd'hui vous buvez un verre d'eau, que vous avez dans ce verre d'eau 100 de PFOA par exemple, le temps de demi-vie vous donne la durée que votre organisme va mettre pour éliminer 50% de cette quantité à laquelle vous avez été exposé. Et pour les PFAS, c'est très long. Vous voyez, le PFOA, le temps de demi-vie, voilà, c'est jamais quelque chose de fixe, c'est entre 3 et 5 ans, mais vous voyez que le temps de demi-vie du PFOA est un temps de demi-vie qui est relativement long. Donc en fait, l'organisme a du mal à les éliminer, parce qu'il y a probablement des mécanismes de réabsorption. Je vous ai montré que c'était des dérivés d'acides gras, et dans l'organisme, vous avez
des molécules qui sont, qu'on appelle les transporteurs d'anions, qui sont chargés de récupérer ces molécules-là pour éviter qu'on les élimine, parce que c'est des molécules dont on a besoin. Et donc les PFAS, ben, en fait, ils sont quelque part un peu victimes de ça, c'est-à-dire qu'ils sont récupérés et récupérés pour être recyclés, sauf que c'est des molécules qu'on recycle pas. Alors je vous montre ici quelques exemples très rapides, mais Francis vous en dira un peu plus hein, sur ces sujets-là. Les chaînes longues, les temps de demi-vie, vous voyez, plusieurs années, c'est assez long. Quelques chaînes courtes, on voit bien que les temps de demi-vie d'un organisme, les chaînes courtes sont quand même moins bioaccumulables, en tout cas certaines, celles pour lesquelles on a des données. Ici, donc c'est juste un petit, je vous ai parlé du Esteban tout à l'heure, mais qui illustre assez bien ce caractère bioaccumulable. C'est la concentration dans le sang, en PFOA, en microgrammes par litre, de la population française en fonction des tranches d'âge. Donc on voit que plus on vieillit, plus on les accumule, donc les personnes âgées ont en moyenne plus de PFOA que les personnes plus jeunes, dans le sang. Il y a aussi une différence entre les hommes et les femmes. Ici, c'est le temps de demi-vie. Donc, j'ai pris trois chaînes longues, hein, PFOA, PFHXS, PFOS. On voit que les femmes ont globalement des temps de demi-vie plus courts pour ces molécules-là. C'est lié au fait que les femmes ont des cycles menstruels et qu'elles font aussi des allaitements qui sont des voies d'élimination des PFAS que n'ont évidemment pas les hommes. Évidemment, quand on voit ça, c'est quand même pas très rassurant. Pour caractériser la toxicité d'une molécule, et ça aussi Francis vous en dira plus, moi je vais juste quelques ordres de grandeur. Ici, c'est les chaînes courtes, en jaune, et en bleu, vous avez les chaînes longues. Donc les nouvelles générations, les anciennes générations. Ça, c'est une dose journalière tolérable, donc c'est ce qu'on appelle une valeur toxicologique de référence. Cette dose journalière tolérable, en fait, c'est la dose à laquelle on estime que si vous êtes exposé toute votre vie à une valeur inférieure à cette dose, vous n'avez pas de risque pour votre santé. Et on considère qu'au-delà de cette dose, le risque n'est plus nul. Donc ça veut dire que plus la dose journalière tolérable est élevée, moins la molécule est toxique. On voit ici aussi globalement, si on prend quelques molécules, et je dis bien que c'est quelques molécules, mais parmi les plus connues, on voit bien que les chaînes longues sont plus toxiques que les chaînes courtes sur les expérimentations qui ont été menées. Alors ça, c'est quand même le fait qu'on dise que les chaînes courtes sont moins toxiques que les chaînes longues, c'est quand même une généralité qu'il faut nuancer pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a énormément de publications sur deux molécules, une chaîne longue, qui sont les deux molécules historiques qui ont été les plus produites, le PFOA et le PFOS. Là-dessus, la littérature scientifique est extrêmement abondante, donc on a une idée assez propre de leur toxicité. C'est beaucoup moins le cas pour les chaînes courtes ou pour les molécules de nouvelle génération. Donc ici, je vous ai montré le nombre d'études chez l'homme, chez l'animal et les études in vitro. C'est comme ça qu'on détermine la toxicité des molécules. Vous voyez bien que pour les anciennes générations, il y a énormément de littérature scientifique. Pour les nouvelles générations, la littérature scientifique est quand même beaucoup moins abondante. Donc c'est quand même, il faut rester prudent sur ces choses-là. Et puis par ailleurs, il y a beaucoup de molécules qui n'ont pas de valeur toxicologique de référence, donc on ne connaît pas vraiment leur toxicité. Il y a un autre aspect, et donc je vais en parler vite fait, c'est que ces valeurs toxicologiques de référence, ces doses journalières tolérables, elles peuvent évoluer dans le temps. Elles évoluent parce qu'en fait, au fil des connaissances scientifiques, elles sont réactualisées. Donc, on ne les réactualise pas tous les ans, mais enfin, il y a comme ça, de façon assez régulière, des mises à jour qui sont faites. Et je vais vous donner un exemple pour le PFOA et le PFOS. Donc, en 2008, l'EFSA, l'Agence européenne de sécurité alimentaire, avait émis une recommandation à 150 nanogrammes par kilo de poids corporel et par jour. Donc, ces recommandations, elles sont toujours par kilo de poids corporel. Donc, on voit aussi que les enfants sont forcément beaucoup plus sensibles à ce type de contaminant que les adultes. Et 1500 pour le PFOA. En 2020, l'EFSA a proposé une nouvelle évaluation de ces molécules-là, mais il y a inclus en plus le PFHXS et le PFNA, qui sont deux autres chaînes longues. Et vous voyez qu'on est passé de 150, 1500 à 0,6. Vous voyez un peu l'écart qu'il peut y avoir entre ces deux recommandations qui ont été faites avec une dizaine d'années d'écart. Comment est-ce qu'on l'explique? C'est ce que je vous ai dit, la science évolue, la science avance, et au début des années 2010, il y a une équipe de recherche de Harvard qui avait montré que ces molécules-là pouvaient avoir un effet immunotoxique, donc vis-à-vis de la réponse vaccinale sur les vaccins anti-diphtériques, sur des jeunes enfants. En fait, des femmes enceintes, ils étaient exposées à ces molécules-là. Les enfants qui naissaient, on les vaccinait, et puis on se rendait compte au bout d'un an que la vaccination avait l'effet de la vaccination, le taux d'anticorps dans l'organisme avait considérablement chuté.
Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on établit ces valeurs toxicologiques, et ça, Francis vous en parlera probablement, on part d'un effet critique, et si l'effet critique change, ben, la dose peut changer. Et donc, on est passé d'un effet critique sur des problèmes des troubles du métabolisme et des problèmes endocriniens à un caractère immunotoxique. Ça, donc, très rapidement, parce que Philippe, il en parlera aussi, Francis, mais ça, c'est les pathologies qui sont supposées avec un niveau élevé, faible de certitude par rapport au modèle historique, par rapport aux chaînes longues. Et donc, ben, voilà, ça c'est bon, vous voyez, cancer du rein, cancer du testicule, des petits troubles du métabolisme, et puis faible pour la naissance, et puis donc la réponse vaccinale, donc la diminution de la réponse vaccinale qui, elle, agit à une dose extrêmement faible, et donc on considère que probablement 20% de la population européenne est exposée à des doses supérieures. Alors, les sources de contamination de PFAS, c'est principalement l'alimentation, majoritairement l'alimentation. Et donc, il y a une réglementation européenne sur l'eau et sur l'alimentation d'origine animale qui est relativement récente. Celle sur l'eau, vous en avez probablement entendu parler. Donc, c'est une somme de 20 PFAS inférieure à 100 g par litre. Ça, c'est une norme de qualité. Et dans les 20 PFAS, vous avez 14 chaînes longues et 6 chaînes courtes. Vous voyez, vous avez un cocktail comme ça de molécules qui sont tous des fluorosurfactants. C'est les molécules que je vous ai présentées tout à l'heure. Et dans l'alimentation d'origine animale, ben, vous avez 4 PFAS. Donc, on peut quand même se poser la question de pourquoi il y en a 20 dans l'eau et il y en a 4 dans l'alimentation d'origine animale. En fait, la réglementation sur l'origine animale, entre 2016 et 2020, l'Europe a demandé à ses États membres de lui fournir des données sur l'analyse de PFAS, de viande, de poisson, etc., pour pouvoir établir des valeurs normatives. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Donc ils ont fait plus de 80 000 mesures, enfin 60 000, 80 000 mesures, je ne me souviens plus, qui ont été faites. Et ça, c'est les résultats qu'ils ont trouvés. Donc en fait, ils ont pris le percentile 95. Donc c'est la valeur pour laquelle 50% des denrées, 95% des denrées étaient en dessous et 5% étaient au-dessus. Donc on peut se dire que 95% des échantillons analysés étaient sous ces valeurs-là. Donc pour les légumes, c'était 50 nanogrammes par kilo, et puis pour certains poissons, comme les anchois par exemple, c'était 39 000 nanogrammes par kilo. Donc vous voyez qu'il y a une imprégnation de l'alimentation qui est vraiment très variable en fonction des aliments qu'on étudie. Et ce qu'on observe aussi globalement, c'est que pour les chaînes longues, on a beaucoup moins de PFAS chaînes longues dans les légumes que ce qu'on peut avoir dans les poissons ou dans la viande ou dans les œufs. Là maintenant, on va regarder la réglementation. En fait, ce qu'on voit quand on compare la réglementation et le P95 de ça, c'est qu'en fait, la réglementation, c'est ni plus ni moins qu'une norme qui vise à faire que les denrées puissent rester comestibles. Parce que si quelqu'un vend et commercialise ces denrées-là avec des valeurs supérieures à celles qui sont affichées ici, il n'a plus le droit de les commercialiser. Donc il y a aussi des notions économiques et politiques derrière ces normes qui sont mises en place. Mais normalement, ils sont quand même censés s'assurer que ces normes-là, même si quand elles sont applicables, elles ne présentent pas de risque pour la santé. Bon, ça c'est juste une représentation plus schématique, on voit bien, hein, vous avez le P95 et la réglementation, on voit bien quand même que c'est directement corrélé. Pour la réglementation sur l'eau, donc, somme des 20 PFAS doit être inférieure à 100 g par litre, tous les PFAS inférieurs à 100 g par litre. Alors on peut se demander d'où vient ce chiffre, en fait, bon, j'ai peut-être un élément de réponse, mais ça semble quand même clairement un copier-coller de la réglementation sur les pesticides qui évoque quasiment identique en fait. Sauf que ici on a considéré 20 PFAS. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ces valeurs réglementaires, c'est pas des valeurs sanitaires, hein, c'est vraiment c'est plutôt des valeurs normatives. Il reste 5 minutes, il faut que j'aille très vite. Je vais passer sur pas mal de choses, je ne vais pas aller expliquer la situation de l'eau. Mais globalement, voilà, ce que je voulais vous expliquer ici, c'est que vous pouvez avoir une valeur, vous prenez un verre d'eau, vous mettez 150 nanogrammes de PFHXA, c'est au-delà de la norme de qualité puisqu'on a plus de 100 nanogrammes par litre, ne serait-ce qu'avec une molécule. Par contre, on est en dessous de la valeur sanitaire, qui est de 960 microgrammes par litre. Alors, microgramme, c'est 1000 fois plus, hein, donc ça fait 960 000 nanogrammes par litre. Et puis inversement, vous pouvez avoir un verre d'eau avec 90 nanogrammes par litre de PFOA. On est bien en dessous des 100 nanogrammes par litre, mais par contre, on est au-dessus de la valeur sanitaire qui est de 75 nanogrammes par litre. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Il y a une différence entre une valeur sanitaire et une norme réglementaire. Tout ça, je vais passer très vite. J'aimerais quand même dire un mot de la pollution en origine
c'est ce qu'on a fait un peu comme travail. Donc le cas de Lyon, c'est un cas assez classique, j'ai envie de dire, de contamination par un industriel qui va rejeter des PFAS dans le milieu aqueux, donc directement dans le Rhône, vous l'avez vu dans le reportage hier, et puis dans l'air aussi, ce qui fait que ensuite il y a des dépôts qui se font dans le sol, vous contaminez aussi les sols, et évidemment vous contaminez l'air et les gens qui respirent cet air. Et puis il y a eu aussi, il me semble que Thierry en a parlé hier, l'incendie du port Édouard Herriot, qui a eu lieu juste en face de l'usine en 1987, pour laquelle on a utilisé 200 tonnes de mousse anti-incendie, et donc on a contaminé les sols. Juste en dessous se trouvait la nappe du Rhône, donc on a contaminé aussi la nappe du Rhône. Alors à Lyon, voilà, ici je représentais un peu le réseau hydrique souterrain de la région lyonnaise. Vous avez ici les usines Arkema et Daikin, ici le port Édouard Herriot, et puis ici la nappe alluviale du Rhône. Vous voyez, c'était une nappe d'accompagnement, hein, donc c'est une nappe qui s'écoule dans le sens du Rhône, du nord vers le sud, évidemment beaucoup plus lentement, mais qui, si elle est chargée en produits toxiques, va aussi alimenter les champs captants qui se situent à une quinzaine de kilomètres plus au sud, ici, les champs captants de Ternay et les champs captants de Grimaudy. Donc ça, c'est des nappes qui sont directement connectées avec la nappe qui est très contaminée au niveau du port Édouard Herriot, au niveau de Daikin. Par ailleurs, ça a bien été montré dans le reportage hier, hein, Arkema a rejeté dans le Rhône, à peu près à ce niveau-là, ces rejets de PFAS pendant des années, et donc de la même façon, il y a une communication, une connexion entre le Rhône et sa nappe. Puis le troisième point, c'est qu'ici, on prélève aussi de l'eau pour faire de l'irrigation. Tout l'Est lyonnais est alimenté par cette eau d'irrigation, donc de la même façon qui est connectée à la nappe alluviale. Donc, avec le collectif, on a fait un certain nombre de prélèvements sur une zone assez large, des eaux souterraines, des étangs, des rivières, des ruisseaux, un petit peu partout, de l'eau du robinet. Et ce qu'on a globalement constaté, c'est que les 2/3 des eaux souterraines sur des zones qui étaient assez éloignées des usines, hein, parfois 15-20 km, étaient contaminées à des taux supérieurs à 120 grammes par litre. On peut considérer déjà que de 15 à 20 grammes par litre, on est dans une situation qui n'est pas normale. On n'est plus du tout sur des bruits de fond. Donc ça a été publié dans une revue scientifique, une première publication, et notamment, voilà, on avait été assez surpris du chiffre, mais on était à quasiment 700 nanogrammes par litre pour les jardins familiaux ici au niveau de Chasse-sur-Rhône. Et ce qu'il faut noter quand même, c'est que majoritairement la contamination était faite de PFAS de type chaîne courte. Donc quand même pas les molécules les plus toxiques et pas les plus bioaccumulables, c'était quand même quelque part un côté un petit peu rassurant de la chose, mais voilà, on a quand même des dépassements et des quantités qui sont importantes. Alors par contre, Arkema, ils ont utilisé beaucoup de chaînes longues dans leur histoire, dans leur passé, et on les trouvait globalement relativement peu dans l'eau. Donc si elles n'étaient pas dans l'eau, c'est qu'elles étaient bien ailleurs, et probablement dans les sols, et donc on a fait un travail avec le collectif, on a fait une deuxième étude, où cette fois-ci on a cartographié sur un territoire beaucoup plus vaste, qui fait à peu près 1000 km², vous voyez qui est représenté ici. On a fait 215 prélèvements de sol, un peu partout, donc dans un petit peu toutes les directions, et on a cherché à voir un peu ce qu'il y avait. Alors, évidemment, avoir des résultats, il faut quand même avoir des références, des valeurs de référence. Globalement, ça c'est un rapport qui a été publié par le BRGL, ils ont fait une étude bibliographique internationale, ils se sont retrouvés un petit peu partout. Globalement, ce qu'on peut considérer, c'est des sols propres. Bon, il n'y a plus de sols propres, hein, ils sont tous contaminés, il ne faut pas se leurrer, mais les sols propres, c'est entre 0,2 et 2 microgrammes par kilo. Il y a des zones qui sont très peu exposées. Sols urbains, on peut aller jusqu'à 10. Les sols non urbains, en général, on va jusqu'à 6. Donc on a pris comme référence 10 microgrammes par kilo en disant au-delà de 10, on peut considérer qu'on n'est pas dans une situation normale. Qu'est-ce qu'on a observé? On a observé que 40% des échantillons étaient supérieurs à 10 microgrammes par kilo. Alors évidemment, il y avait beaucoup d'échantillons qui avaient été faits dans le secteur proche des usines, où tout cela, ils sont quasiment au-dessus. Et puis évidemment, là, on a constaté qu'aux 2/3, les sols étaient contaminés par les chaînes longues. Vous voyez, je vous disais que les chaînes longues et les chaînes courtes n'avaient pas tout à fait les mêmes propriétés physico-chimiques. C'est pareil dans les écosystèmes, elles ne vont pas avoir la même mobilité, hein, elles ont des comportements qui sont un petit peu différents. Ce qu'on a quand même clairement montré dans cette étude, ici vous avez la distance par rapport aux usines, hein, de 0 à 30 km, et ici vous avez la concentration donc en PFAS. Alors les 80 PFAS qu'on a analysés, les 4 qui sont réglementés par l'EFSA, et puis ici le surplomb, qui est une molécule, un cocktail de molécules qui a été utilisé par Arkema pendant une dizaine d'années, mais qui est assez spécifique des activités industrielles, où là, ils ne pourront pas dire que ça peut provenir d'une autre source de contamination, parce que ça, c'est des molécules qui sont quasiment jamais utilisées ailleurs. Donc, on voit très clairement que la concentration dans les sols diminue de façon assez nette en fonction de la distance aux usines.
Ça, si on le représente sur une carte, donc ici vous avez la contamination des sols, la contamination des œufs, là c'est des analyses qui avaient été faites par les autorités. En fait, on voit bien qu'il y a un couloir de contamination nord-ouest-sud-est qui suit la Rose des Vents. Finalement, vous avez la Rose des Vents ici au niveau de Pierre-Bénite, et on voit qu'il y a une bonne corrélation entre la contamination des sols et la contamination des œufs. Et dans cette étude, on avait notamment essayé de comprendre quel était le facteur de bioaccumulation entre le sol et les œufs, c'est-à-dire vous avez un sol pollué avec des PFAS, et dans quelle mesure vos œufs vont être contaminés. Donc on avait les analyses des œufs des gens qui nous avaient donné, et on allait faire des prélèvements de sol dans leur poulailler, et on a comparé ce qu'on trouvait dans les sols et ce qu'on trouvait dans les œufs. Et ça nous a permis de voir, de dresser une sorte de courbe, de ligne de contamination en fonction des molécules. Donc vous avez ici le nombre d'atomes de carbone, donc 4 atomes de carbone avec 14 atomes de carbone, donc plus on va vers la droite, plus c'est l'échelle longue, et ici c'est le ratio entre ce qu'on trouve dans les œufs et ce qu'il y avait dans les sols. Donc si vous avez un ratio de 4, par exemple, pour cette molécule-là, ça veut dire que si vous avez 1 dans les sols, vous avez 4 dans les œufs. D'accord? Donc c'est l'accumulation dans les œufs qui se fait partie de la contamination des sols. Et ce qu'on observe, c'est qu'en fait, plus la chaîne est longue, plus ça s'accumule dans les œufs. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve de façon assez générale dans la littérature scientifique, donc ça confirme en quelque sorte des choses qu'on avait déjà vues. Et si on prend l'échelle courte, puisque quand on a prélevé des échantillons de sol, on a aussi prélevé des échantillons d'air, donc vous voulez voir si du sol vers les végétaux, ça a transféré et dans quelle mesure ça a transféré. Et ça, c'est très intéressant ce qu'on a obtenu, parce qu'en fait, on se rend compte que vous avez l'échelle courte ici et l'échelle longue ici. Ça, c'est le facteur de bioaccumulation, donc c'est pareil. Hein, si vous avez 1 dans les... Ça veut dire si j'ai 1 dans les sols, j'ai 15 dans la plante. Si j'ai 1 dans les sols, j'ai 10 dans la plante, etc. Et ce qu'on voit, c'est que les chaînes courtes s'accumulent beaucoup plus dans les plantes que les chaînes longues. En fait, les chaînes longues, elles sont en quelque sorte plus hydrophobes, plus oléophobes, donc elles ont plus de difficultés à passer les membranes biologiques, et donc elles vont avoir plus tendance à rester sorbées dans les sols, ou alors à s'accumuler éventuellement dans les racines, mais peu à migrer dans les parties végétatives. Donc, les chaînes longues, les végétaux sont moins contaminés par les chaînes longues et beaucoup moins par les chaînes courtes. Ça a été vérifié aussi dans le cadre des analyses qui ont été faites sur les légumes. On a retrouvé exactement la même chose, très peu de chaînes longues, mais quand même des quantités non négligeables de chaînes courtes. Donc ça, c'est une deuxième publication scientifique qui est sortie dans la Royal Society of Chemistry, donc, qui a été publiée très récemment. Et je vais conclure. Donc ce qu'on a observé globalement à travers le cas lyonnais et ce qu'on retrouve dans la littérature scientifique de façon assez générale, les chaînes longues vont plutôt avoir tendance à rester dans les sols, à peu migrer en profondeur. Les chaînes courtes, elles, dès qu'il va pleuvoir, elles vont lixivier, elles vont partir, elles vont contaminer les nappes. Alors on trouve quand même un peu de chaînes longues aussi dans les nappes en quantité moins importante. Pour la contamination des denrées, les chaînes longues contaminent fortement les denrées d'origine animale, les chaînes courtes beaucoup plus les denrées d'origine végétale. Donc on pourrait quand même penser que avoir un régime vegan, c'est quand même pas complètement con. Et je termine là-dessus. En fait, ça, c'est une étude qui a été faite en Allemagne. Ils ont comparé le taux de PFAS, de véganes et de gens qui sont omnivores. Et ils ont regardé la contribution de chaque PFAS. Ce qu'on observe, c'est que, évidemment, les omnivores ont en moyenne plus de PFAS à chaîne longue dans l'organisme que les véganes. Et ici, c'est les données sur le temps depuis lequel les gens sont devenus véganes et la concentration de PFAS dans leur sang. On voit aussi que plus ils sont véganes depuis longtemps, moins ils ont de PFAS. Donc, résultat, ils mangent des légumes. Voilà, et puis je vais finir par la création de l'Institut éco-citoyen des pollutions à Lyon, qui a été acté il y a 2 jours. On y était avec Thierry à cette assemblée constitutive, ce qui est une très bonne chose, qui va prendre le relais quelque part du travail que nous, on a initié en tant que collectif sur la partie scientifique, et qui va avoir vraiment comme rôle d'être un peu la pierre angulaire de tous les acteurs sur le territoire, les citoyens, les chercheurs, les médecins, les associations, etc. Et puis si ça vous intéresse, quelques articles que j'ai écrits sur le sujet pour essayer de déverrouiller un petit peu la complexité de ce sujet-là. Voilà. Merci. Oui.